Je voudrais vous parler, je suis devant mon piano, là nous sommes toujours le jeudi 23 octobre. Je voudrais vous parler de la nécessité pour la plupart des gens de vivre au présent et non pas dans le passé ni dans le futur. Je pense que seule une certaine élite doit avoir accès aux archives, à l'étude du passé. Et également, la réflexion sur le futur est également quelque chose qui n'est pas facile à gérer ni à vivre. Et actuellement, il y a un mélange des genres. Je vois notamment dans le domaine artistique ces musées qui offrent au public des œuvres anciennes, ces concerts qui offrent au public des œuvres anciennes. Je trouve ça tout à fait malvenu. Oui. Parce que ça se fait aux dépens du présent. Alors je ne dis pas que les chercheurs, les scientifiques, et même les créateurs, doivent s'inspirer du passé. Et ils en sont les héritiers. Je ne dis pas non plus qu'il ne soit pas souhaitable pour certains groupes de recherche de se projeter dans l'avenir. Mais je pense que l'homme de la rue, enfin le vulgum pecus, doit être surtout orienté vers le présent, c'est-à-dire vers ce qui est frais, vers ce qui naît, vers ce qui est présent ici et là, ici et maintenant, le Dasein, on dirait Heidegger. Je plaisante. J'ai déjà signalé à quel point la connaissance du futur pouvait déstabiliser, pouvait perturber le présent. Faut-il sacrifier le présent au futur? Faut-il sacrifier le présent au passé? En idéalisant le passé, en disant oui, mais le présent aujourd'hui ça ne nous intéresse pas, ce qui est beau c'est le passé, ce qui est parfait, c'est le parfait. D'ailleurs on dit, enfin je veux dire, en anglais on dit perfect pour désigner le passé. Plus perfect. Parfait, ça veut dire à la fois ce qui est achevé. Le présent n'est pas dans l'achevé, il est dans l'inachevé, comme on dirait en linguistique. Et je disais aussi que la connaissance de l'avenir était souvent très difficile à assumer et à vivre avec. Donc laissons ces explorations vers le passé et vers le futur à une certaine élite et encourageons les gens à vivre dans le présent. Parce que, quelque part, de toute façon, j'ai dit plusieurs fois, le présent est riche du passé. Donc c'est pas la peine d'étudier le passé, puisqu'il transfigure, il transparaît, il transpire dans le présent. Moi-même, par exemple, la musique que je produis, je dis ça parce que je suis en train d'écouter une émission sur France Culture à propos de Picasso. Picasso qui se voulait en quelque sorte, en fin de compte, au bout du compte, comme une sorte d'héritier de toute une tradition picturale, et non pas en rupture avec. Et moi-même, j'ai été très longtemps un grand amateur de musique classique, je le suis toujours d'ailleurs. Je me suis constitué une énorme discothèque que j'ai toujours, en vinyle notamment, mais pas seulement. Eh bien, moi je pense que ma musique, elle est profondément marquée par les compositeurs anciens. Elle les a digérés, elle les a intégrés, certes, mais elle est là, elle en est la continuation. Et donc, par conséquent, l'idée qu'il faille encore aller écouter Beethoven ou Chopin ou même Debussy me paraît saugrenue. Qu'un musicologue s'en occupe, bien sûr, qu'un créateur comme moi cherche son inspiration chez Beethoven ou chez Brahms, pourquoi pas. Mais le consommateur moyen, lui, ce qu'on lui demande,
c'est de vivre au présent et de reconnaître les gens qui sont actifs au présent, quitte même d'ailleurs à les identifier, à les détecter, à les reconnaître, à les retrouver, à les signaler. Et le grand drame de ce début du XXIe siècle, c'est justement cette espèce de démobilisation par rapport à la création présente, aux recherches actuelles. Et même dans le domaine de l'astrologie, que je connais bien, les gens ne travaillent pas au présent. Ils travaillent sur des travaux anciens. Ils ne sont pas au courant des recherches actuelles. Pourtant, il y a Internet qui permettrait de savoir ce qui se passe. Internet, c'est vraiment vivant. Ça permet de savoir ce qui se passe en temps réel, quasiment. Mais qui en profite de ça? Donc, il faut maintenant qu'il y ait des spécialistes du présent, mais ça, c'est inacceptable. Le présent, c'est quelque chose qui doit féconder, qui doit irriguer, qui doit être irrigué par la création, par l'authenticité, par la fraîcheur. J'emploie le mot fraîcheur à dessein, parce que je trouve l'importance aux produits frais au niveau alimentaire, mais il y a aussi des produits frais sur le plan intellectuel. Donc, pour terminer cet exposé, je vais jouer quelques morceaux, quelques musiques, je vais improviser, et je vous laisse juge de savoir si, dans cette musique d'aujourd'hui, de ce 23 octobre 2014, il n'y a pas quelque part l'héritage d'une tradition musicale de plusieurs pluriséculaire. Et donc, par conséquent, pourquoi ne pas venir écouter ma musique, une musique qui se joue devant vous, plutôt que d'aller écouter une musique qui a 200, 300 ans, ou même 50 ans. N'oublions pas que le Sacre du Printemps, c'était quand même il y a 100 ans. Et d'ailleurs, ce qui caractérise la musique de variété aujourd'hui, c'est quelque part sa rupture avec le passé. C'est-à-dire qu'elle n'intègre pas. Alors elle est trop dans le présent, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle n'intègre. Pour moi, le vrai présent, c'est celui qui intègre le passé, qui l'a digéré, qui l'a assimilé. La musique de variété, au niveau de la sonorité, elle est éphémère. Elle ne reprend pas toute une tradition, à mon Ce qu'on demande aux créateurs aujourd'hui, ce n'est pas d'interpréter les œuvres d'hier, c'est de les repenser, de les restructurer, de les dépasser, de les digérer. Mais ça n'est pas le travail. Moi, il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui vient vous jouer du Beethoven aujourd'hui, c'est pas sérieux. Ou alors, il faudrait des confrontations, ce serait plus intéressant. Il faudrait que tout le concert confronte une musique improvisée, et donc forcément aujourd'hui, à des musiques plus anciennes. Et que les gens apprennent à capter la continuité entre ces différentes musiques. Quelqu'un a distingué entre mimétisme actif et mimétisme passif. Mimétisme passif, c'est de reproduire le texte et d'interpréter le texte, que ce soit au théâtre ou que ce soit en musique ou n'importe où. Et le mimétisme actif, c'est de faire autre chose tout en ayant hérité du passé.
même une ville, l'urbanisme aussi, c'est pareil. Bien entendu, il faut conserver les monuments anciens, mais les monuments nouveaux doivent être également dans la lignée des monuments anciens, et donc quelque part, voir ces monuments nouveaux, il faut avoir conscience que ces monuments nouveaux sont porteurs du passé. Moi, très franchement, je pense que ma musique, elle est complètement l'héritière de 3 siècles de musique. Elle n'existerait pas de cette façon sans cela. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas créatrice, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine forme de sérendipité, comme j'aime bien le dire, mais néanmoins, même si elle est quelque part mutante par certains côtés, au niveau de ses méthodes de travail, le traitement du piano, etc., le traitement des... Mais néanmoins, elle est grosse, elle est fécondée par le passé. Je pense que le risque que nous avons, c'est la décadence. La décadence qui consiste justement à soit trop se polariser sur le passé, le poids du passé, la fascination pour le passé, soit se polariser sur un futur au sens prophétique du terme, comme les Mayas, il y a des civilisations qui sont mortes de leur représentation du futur. À force de parler du futur, et d'un futur inquiétant, aujourd'hui on nous parle d'un futur inquiétant, on va vers le suicide. Que les chercheurs travaillent sur le passé et sur le futur, je suis d'accord, mais à mon avis, ça ne doit pas être mis sur le dos et à la conscience nécessairement du public. Ce qui pose le problème de la démocratie. Et oui. Parce que, est-ce que le peuple doit être averti de tout ce qui se fait, de tous les enjeux qui se jouent? Je ne le pense pas. Parce que le peuple, ça le perturbe au fond, quelque part. Laissons-le vivre dans le présent et laissons à une certaine avant-garde le soin d'être les veilleurs, les vigies du futur et également de ceux qui essaient de mieux appréhender un passé qui est souvent lui-même à découvrir, à reconstituer, et qui est toujours d'ailleurs en progrès. C'est-à-dire que la recherche du historique, elle n'est jamais achevée. Il faut démystifier de toute façon la création musicale, la création artistique. C'est quelque chose de très simple en fait. Il faut être complètement dans la décadence pour en faire une montagne. Là, par exemple, je joue quelque chose, est-ce que j'ai besoin de lire une partition? Est-ce que j'ai besoin de me souvenir de quelque chose? Le souvenir, il est ancré en moi, il est viscéral, il est subconscient. Ma mémoire ne joue pas de rôle. Sinon, peut-être une mémoire immédiate, de me souvenir où j'ai mis les mains une seconde avant. Mais je veux dire que je n'ai pas le poids du passé quand je joue. Ce passé, il est effectivement assimilé, il est intégré. Je suis dans le présent. Et c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Ça ne m'est pas difficile de le faire. Ça ne me demande pas une concentration, une énergie prodigieuse. Donc voilà, donc
il faut que le présent soit aussi quelque chose qui rende le monde accessible. Il faut qu'un enfant qui voit jouer quelqu'un dise tiens, mais pourquoi je ne jouerais pas? Et même s'il ne sait pas lire la partition, même s'il ne sait pas lire du tout, ça n'empêche pas d'accéder à la musique ou à la peinture. Ce sont des activités artistiques qui peuvent être totalement antérieures à tout apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je crois même que ce serait très souhaitable. Nous avons aujourd'hui toute une série de tâcherons qui mettent un point d'honneur à traduire. Ça aussi, c'est un truc, la traduction. À traduire une œuvre de tel et tel compositeur du passé aujourd'hui. Parce qu'effectivement, un interprète, c'est un traducteur. D'ailleurs, le mot interprète, dans le langage courant, c'est aussi un traducteur. Donc, au lieu de parler la langue d'aujourd'hui, ou plus exactement, au lieu d'être dans la création d'aujourd'hui, ils vont traduire un texte ancien, une partition ancienne en quelque sorte, ils vont la traduire en la jouant aujourd'hui. Et donc quelque part en nous la rendant accessible aujourd'hui. Ou comme quelqu'un qui traduit, je ne sais pas moi, Freud ou Marx ou Kierkegaard va traduire une langue dans une autre, par exemple. Mais là aussi, c'est absurde. Enfin, je veux dire, c'est intéressant pour les chercheurs, mais nous n'avons pas besoin de traducteurs. Nous avons besoin de gens qui s'inspirent, oui, mais pas de traducteurs. Si quelqu'un veut travailler sur les traductions, sur les textes anciens, il n'a qu'à apprendre les langues anciennes. Mais cette population de traducteurs, d'interprètes, je trouve qu'elle est complètement parasitaire. Et d'ailleurs, très franchement, elle est surtout assumée par les femmes beaucoup plus que par les hommes. En tout cas, ça devrait être le cas. À ce sujet, je dirais que quelque part, les femmes ont compris que pour exister au niveau de l'expression littéraire ou l'expression artistique, elles avaient intérêt à se situer en tant que traductrices et en tant qu'interprètes. D'ailleurs, dans l'un des cas aussi, ça consiste souvent à raconter sa propre vie, qui est aussi une façon de traduire. Mais cette traduction, elle passe par la machine, elle passe par le livre. Et le livre, pour moi, c'est une machine, c'est un objet. Et tout ce qui est un objet est quelque chose d'aliénant. Et moi, je préfère que nous fassions les choses spontanément. Moi, je n'ai pas à me répéter 10 fois. Je veux bien à la limite enregistrer ce que je fais, bon, tant qu'à faire, mais je ne veux pas m'amuser, moi, à répéter ma propre musique. Avec les mots pour mots, note pour note. Il n'y a même pas question, d'ailleurs, j'en serais pas capable. Ce n'est pas du tout mon projet. Que ma musique se retrouve d'une fois sur l'autre et qu'on reconnaisse ma musique, ça c'est certainement indiscutable. Mais ce n'est pas la même chose que de rejouer sa musique avec une partition. Alors quand il y a un orchestre, alors là c'est encore plus chirurgical, hein, la précision chirurgicale. Voilà, attention, voilà, chaque portée, etc. Pour que tout le monde soit dans le même mouvement. Ça aussi c'est complètement artificiel. Le jazz a essayé d'éviter cela, mais ça n'a pas abouti à une improvisation collective au niveau de la musique contemporaine. Très peu, ou très insuffisamment. Et pour des publics extrêmement restreints.
le fait que la musique contemporaine trouve dans le cinéma son expression la plus marquante. Et ça, tout au long du XXe siècle, ça a été le cas. L'autre jour, j'allais voir un film des années, je sais pas, 50, il y avait une musique de Français, le compositeur. Bon, et c'est très fréquent. Moi-même, je sais que j'ai été initié quelque part à la musique contemporaine par le cinéma. Par exemple, chez Chabrol, il y avait des musiques très, très contemporaines dans certains de ses films. Donc finalement, on dit que le public ne connaît pas la musique contemporaine, mais il la connaît par le biais du cinéma. Pas par le biais des concerts, mais par le biais du cinéma. Donc il faudrait rééquilibrer un peu les choses. N'oublions pas le cinéma comme un support, comme un média majeur de l'expression musicale contemporaine. D'ailleurs, ma musique, elle a vocation à être une musique de film. D'ailleurs, les films muets étaient souvent l'occasion d'improvisation. Rappelons aussi que les films muets, ils étaient muets en tant que film, mais il y avait souvent quelqu'un dans la salle qui lisait les sous-titres ou qui racontait des choses pendant le film. De même qu'il y avait aussi des pianistes, c'était souvent des pianistes, qui jouaient une musique, qui improvisaient une musique pendant le film. Et d'ailleurs, à la Cinémathèque de France, on a eu souvent ce qu'on appelle des ciné-concerts, on en trouve d'ailleurs ailleurs aussi. On invite quelqu'un à jouer de la musique sur un film muet. Donc les alliances au XXe siècle entre musique et cinéma sont absolument majeures. Et paradoxalement, l'arrivée du cinéma parlant a cristallisé les choses. Il y avait des pianistes qui pouvaient improviser dans les salles, qui étaient payés pour improviser dans les salles. Et là, avec le cinéma parlant, le cinéma sonore, eh bien, un seul et même pianiste, une seule et même musique était associée avec le film. Et donc, par conséquent, ça a mis au chômage énormément de compositeurs. En 1930, il y a toute une population de comédiens, mais aussi de pianistes et de gens qui lisaient des textes à voix haute pendant la séance, qui ont été mis au chômage. Parce qu'il ne faudrait pas croire naïvement que parce que le cinéma n'était pas sonore, était muet, il n'y avait pas de son. Il y avait souvent des gens qui racontaient des choses, qui présentaient le film, qui lisaient les sous-titres qui se présentaient, qui n'étaient pas simplement comme ça sur l'écran, on les lisait, pas forcément parce que les gens ne savaient pas lire, et il y avait des musiques qui étaient improvisées, et donc il y avait une dynamique, il y avait quelque chose de vivant, d'une présence vivante qui faisait que le cinéma muet était en quelque sorte, quelque part, aussi de l'ordre du théâtre, aussi de l'ordre du concert. Et un concert live. Dans la salle les rôles ou inventer des dialogues ou élaborer des dialogues qui correspondaient à ce qui se passait sur l'écran.
aujourd'hui, et il y avait quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus présent que ce qu'on imagine.